Africa 24, magazine du foot comme tous les lundis, deuxième partie avec les éliminatoires de la CAN 2019 que nous suivons de près. Vous savez que la phase finale aura lieu du côté du Cameroun. Focus sur le Cap-Vert et le Bénin avec nos invités. Je vous le rappelle, il y a José dos Santos da Cruz qui est le préparateur physique à Amiens. Il nous parlera de son travail, mais aussi du Cap-Vert dont il est originaire. Et puis Walid Acharchour, chroniqueur sportif, il est également journaliste franco-algérien. Nous allons nous adresser de nouveau aux internautes. Alors, qui peut remporter le Ballon d'Or 2018 parmi nos joueurs africains? Eh bien, vous continuez à intervenir sur notre Facebook Africa24 et le Twitter avec le hashtag Africa24. Le dossier du magazine maintenant. Alors, focus sur deux pays. Tout d'abord, le Cap-Vert qui réagit en ce moment. Il reste 2 matchs pour se qualifier pour la prochaine CAN 2019. Faut-il encore se méfier des requins bleus? Les éléments de réponse avec notre rédaction est signé Ibrahima Djoumaba. Les éliminatoires de la CAN 2019 continuent de tenir les observateurs du football africain en haleine au terme de la 4e journée. Dans le groupe L, même si l'Ouganda a comptabilisé 10 points, les paris restent ouverts. Le Cap-Vert n'a pas totalement son destin en main, surtout que le Cap-Vert va aller jouer contre l'Ouganda, qu'il avait déjà gagné à Praia. L'Ouganda qui cherche au minimum un point pour pouvoir se qualifier. Mais l'un dans l'autre cas, on regarde un peu le Cap-Vert. C'est 2 qualifications en Coupe d'Afrique, c'est en 2013 et en 2015. Mais depuis lors, le Cap-Vert pique un peu du nez. Le Cap-Vert a une génération qui est en train de terminer, il y a une autre génération qui est en train de revenir. C'est pas à chaque fois évident. Après avoir enregistré une belle victoire lors de la 3e journée, le Cap-Vert s'est fait rattraper par la Tanzanie. À l'issue de la 4e journée, la Tanzanie est 2e du groupe L avec 5 points, suivi du Cap-Vert avec 4 points. Alors que l'Ouganda a la possibilité de se qualifier dès la 5e journée, les requins bleus devront batailler ferme pour espérer se qualifier à l'issue des 2 dernières journées. Si vous voyez, avant même les éliminatoires de la CAN, si on prend les éliminatoires de la Coupe du Monde, et où cette équipe était placée dans la même coupe que le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Burkina, cette équipe n'a gagné que 2 matchs, les 2 matchs contre l'Afrique du Sud. Maintenant, il y a 2 matchs qui restent, ils ont 4 points, c'est possible. Rien n'est perdu, ils peuvent se qualifier. C'est vrai, ils ne sont pas le destin entre les mains, surtout qu'ils vont jouer le prochain match contre l'Ouganda. Donc le Cap-Vert, oui, il peut se qualifier, mais bon, il va falloir cravacher dur. Lors de la 5e journée, le Cap-Vert se déplacera en Ouganda et le Lesotho, dernier du groupe avec 2 points, recevra la Tanzanie. Le combat final se jouera à distance entre le Cap-Vert et la Tanzanie pour l'une des places qualificatives du groupe L. Et nous ouvrons le débat comme d'habitude après ça. Alors, José dos Santos, pas une seule participation pour votre pays déjà en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui pose problème au Cap-Vert, justement, sur ce continent africain? Je pense que... Pour son évolution, pour l'évolution de son football. Alors, pour l'évolution du football capverdien, ce qui nous ralentit peut-être, c'est parce qu'on est plusieurs petites îles. C'est un pays, mais c'est plusieurs petites îles. Je pense que ça ralentit, pour moi, je pense que ça ralentit un peu l'évolution du football. On a peu de moyens, même si les moyens commencent à arriver, mais on a peu de moyens. Sur le plan démographique, on est un petit pays, 500 000 habitants. Il y a plus de Capverdiens à l'étranger qu'au Cap-Vert même. Donc, moi, je pense que les forces sont en dehors du Cap-Vert. Et 2 phases finales à la CAN et une place de quart de finaliste en 2013. Le Cap-Vert, c'est pas trop mal. Le bilan n'est pas très positif, mais c'est quand même pas mal compte tenu des informations que vous nous communiquez. Oui, c'est par rapport au petit pays qu'on est, sur le plan démographique, c'est grand ce qu'on a pu faire en 2013 et 2015, un petit peu moins en 2015, mais c'est vrai qu'on évolue tout doucement. On a des générations de joueurs qui arrivent très prometteuses. Il y a beaucoup de joueurs à l'étranger, une diaspora très intéressante en Hollande, en France, au Portugal. Nous avons des joueurs très prometteurs à l'avenir. Et il y a aussi eu un changement d'entraîneur, un changement de président. Il y a eu un grand chamboulement.
Le président, c'est un retour, c'est plus un retour, et l'entraîneur aussi. C'est Lucho Antonés? Non, le sélectionneur actuel, c'est Rui Aguas. Oui, Aguas. Et le président, c'est M. Semedo. Et je pense que le changement, il aurait dû être fait avant. Si le changement il aurait été fait avant, parce qu'on a reçu l'Ouganda à domicile. Et le fait qu'on ait perdu ce match-là à domicile au mois de juin 2017, on est parti déjà avec un handicap. Donc là, le sélectionneur actuel a réussi à redresser en gagnant le match contre la Tanzanie à domicile. Mais sur le match retour, on l'a perdu. Donc là, mathématiquement, c'est encore faisable. Il reste 2 matchs. Et il y a plus de questions à poser, il faut gagner. Oui, alors nous allons voir le classement et avec Walid aussi, nous allons dire un petit mot pour ces qualifications. Regardez, le Cap-Vert est 3e en groupe L avec 4 points, derrière l'Ouganda 10 points et la Tanzanie 5 points. Tout est encore possible à condition de battre l'Ouganda et le Lesotho pour les 2 prochaines rencontres. Alors Walid, que pensez-vous de la situation du Cap-Vert? À un moment, le Cap-Vert a brillé, le Cap-Vert faisait peur à beaucoup d'équipes et du coup, le Cap-Vert a encore plongé. Oui, mais c'est une situation compliquée. Moi, je comprends ce que dit José. C'est encore une fois, par rapport aux infrastructures, aux moyens, c'est très compliqué. Le Cap-Vert est capable de faire des coups comme en 2013, mais d'avoir une continuité, c'est beaucoup plus dur que quand on voit par exemple le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun notamment, où il y a beaucoup plus de moyens. Maintenant, je trouve qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, notamment en France. Moi qui suis la Ligue 1, un joueur comme Julio Tavares qui est capitaine à Dijon, qui connaît la Ligue 2 et la Ligue 1 depuis beaucoup d'années, est capable de ramener une plus-value à cette équipe. On pense aussi à Mendes qui est passé par la Ligue 1, notamment au Havre ou à Lille, et qui est maintenant en Turquie et qui est plutôt très intéressant avec son club Kayserispor notamment. Il y a Gary qui joue au Galatasaray. Il y a de la qualité dans cette équipe. Maintenant, il va falloir aussi que l'entraîneur fasse des choix cohérents, que ces joueurs-là aient envie de venir au Cap-Vert, que ces joueurs-là ne soient pas blessés et pour aller chercher cette qualification forceps, parce que ça ne va pas être facile. Ils n'ont pas leur destin entre leurs pieds, entre guillemets, mais c'est encore possible. Oui. Alors, parmi les joueurs qui sont à l'étranger, justement, j'ai noté quelques-uns. Fernando Varela, il y a Steven Fortes. Tous ceux, ils font partie de la sélection toujours. Platini également. Oui, Platini également. Pas Michel, hein? Non. Ouais. Nuno Rocha également. Rocha. Ouais. Il y a Marco Suarez, il y a Odair Fortes également. Il y a Gary Rodriguez, Zé Luis, Ryan Mendes. Alors, Ryan Mendes, il est où exactement? Je croyais qu'il était en Angleterre. Il est en Arabie Saoudite. Ah, il est parti en Arabie Saoudite. Ouais. Parce que l'année dernière, je l'avais suivi notamment à Kayserispor, il avait été très bon. Exactement. Donc là, lui, il a rejoint l'Arabie Saoudite. Donc avec Giannini et Semedo aussi qui est là-bas. Ouais. Ils voyagent beaucoup, vos joueurs. Hein? Ils voyagent beaucoup. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle vous disiez, l'équipe même, l'ossature, on retrouve les joueurs qui forment l'ossature à l'extérieur du pays. Exactement. Quasiment. Il y a très peu de locaux. Dans l'équipe nationale, il y a très peu de locaux. 90% de l'effectif de la sélection joue à l'étranger. On a Nuno da Costa qui est à Strasbourg, Julio Tavares qui est à Dijon, qu'on connaît bien. On a Steven Fortes qui est à Toulouse. Nuno da Costa qui est très intéressant à Strasbourg et qui est un jeune très prometteur de notre Ligue 1, qui est capable de faire des différences, qui est capable de marquer, d'être dans la percussion. C'est vraiment un très bon ailier et qui peut jouer aussi partout. Sur tout le front de l'attaque. Donc c'est des joueurs, encore une fois, il va falloir trouver la bonne alchimie, la bonne animation offensive, le bon équilibre, mais clairement, je pense que qualitativement, en termes d'individualité, il y a de quoi faire. Oui. Alors, je voudrais aussi vous demander, vous êtes préparateur physique à Amiens, pourquoi vous n'êtes pas au service, par exemple, de votre pays? Alors pourquoi je ne suis pas au service de mon pays? C'est juste une question de temps. Alors je suis en contact permanent. Comment ça se passe, un préparateur physique? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, vous massez les joueurs, vous les regardez, ça c'est plus le kiné ou le masseur. Mais moi, c'est plus développer et entretenir les qualités physiques des joueurs. Donc éviter, mettons par exemple, les blessures. On travaille la force, on travaille l'endurance, on travaille la vitesse, la vivacité et tout ce qui est souplesse aussi. Et quand est-ce que vous allez rejoindre votre sélection? Vous y pensez quand même, être au service du pays? Oui, c'est un souhait, c'est un rêve c'est un grand souhait, un grand rêve de pouvoir être au service du pays. S'ils se qualifient pour la CAN, peut-être qu'ils m'appelleront, on ne sait pas, mais il
faut être patient, il faut attendre. Le jour qu'ils m'appelleront, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Je suis en contact permanent avec le président. Des fois, j'échange aussi avec le sélectionneur actuel. Donc je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi pour l'instant, mais peut-être à l'avenir, ils auront besoin de moi. S'il y a une qualification de la CAN, c'est possible que je les rejoins, quoi. En tout cas, on revient vers vous tout à l'heure, Sik Hamid, pour parler d'autres choses. Par exemple, le Bénin, retour également sur le match du 4e tour entre le Bénin et l'Algérie, précisément. Tiens, ça vous concerne, Hamid, pour les éliminatoires de cette CAN, les écureuils du Bénin ont reçu les Fennecs de l'Algérie au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Score final 1-0 en faveur des écureuils du Bénin. Alors, je vous laisse regarder ces images. Regardez comment le stade était plein. Donc, reportage de Lefty Ounou. Regardez ça. Poussés par le public, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont tiré leur épingle du jeu à la 16e minute par un but de Cessi d'Almeida. Je m'en veux un petit peu parce que je pense qu'avec plus de tranquillité, j'aurais pu éviter ce carton rouge. Mais bon, vous voyez, ça fait partie un petit peu du jeu. Derrière, il y a quand même cette victoire, donc je préfère prendre, comme j'ai dit, le côté positif. Malgré l'expulsion du capitaine Stéphane Sessegnon à la 55e minute, les Fennecs se sont créés des occasions de but en seconde mi-temps, mais pas sans compter avec la défense du Bénin. À 10 contre 11 et en dépit des 10 minutes de temps additionnel, l'Algérie a concédé sa première défaite de l'histoire face aux écureuils. Moi, je suis très fier du groupe que j'ai à diriger, quoi. Franchement, ce sont des garçons avec un état d'esprit remarquable. Et ce sont des valeurs qui portent tous. Ils ont tous envie de mouiller le maillot, de défendre le drapeau et d'être au Cameroun. L'équipe nationale du Bénin tient sa deuxième victoire au cours de cette éliminatoire CAN 2019. Elle garde la deuxième place avec 7 points. Les écureuils affronteront les Scorpions de la Gambie au cours de la 5e journée à Banjul en novembre 2018. Dans quelques instants, Walid va nous dire s'il est confiant pour l'avenir avec, bien sûr, l'Algérie qui est dans le même groupe. Alors, je vous propose d'écouter Khaled Adenon, l'un des défenseurs béninois. Il évolue en France, à Amiens précisément, et je l'avais rencontré juste après le match contre le Paris Saint-Germain. On a 7 points avec l'Algérie. Là, on a on peut jouer un pas à la Coupe d'Afrique, mais bon, il reste encore 2 matchs. On va essayer de gagner au moins ce match pour se qualifier. On sait que ça va être compliqué, mais bon, on a un bon groupe et puis on va en Gambie. Gambie, je pense qu'ils n'ont pas trop de choses à jouer. Donc du coup, on va essayer d'aller en Gambie, essayer de prendre les points qu'il faut pour se qualifier, ou soit attendre le Togo à domicile. Mais bon, de toute façon, il faut gagner un match parmi ces 2 matchs pour se qualifier. Donc du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire avec le soutien du public béninois. Tout ça, on va essayer de se qualifier pour la CAN parce que c'est important. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas été à la CAN, donc du coup, ça fait beaucoup. Hein. Donc du coup, tout le monde est concentré pour se qualifier pour cette CAN. Avant de passer la parole à Walid, vous les connaissez bien ces garçons? Oui, très bien. Walid, alors nous allons voir justement le classement Walid en groupe D, où l'Algérie, c'est assez surprenant, est à égalité de points avec le Bénin, 7 points chaque pays. Togo est 3e. Attention au Togo qui revient. Malgré l'arrivée de Belmadi, l'Algérie fait un peu de surplace. Ouais. Comment expliquez-vous ça? Le Bénin peut finir premier. Hein? Oui, c'est des résultats en dents de scie. Après, la première place est anecdotique vu que les deux places sont qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, le gros problème, et je ne pense pas que le problème soit Jamel Belmadi qui essaye de faire du bon boulot, mais on a toujours les mêmes problèmes en Algérie. On en avait parlé quand j'étais venu sur ce plateau l'année dernière. Ouais. Ce problème à l'extérieur, on n'arrive pas à faire de gros résultats loin de nos bases. Alors à la maison, on arrive à dérouler notre football parce qu'il y a une très très belle pelouse, parce qu'on est dans un contexte qui nous favorise. Mais quand on va à l'extérieur, sur des terrains assez compliqués, face à des équipes qui nous rentrent dedans, face à des équipes qui sont plus fortes que nous, physiquement notamment au milieu de terrain, on n'a pas les solutions et on se voit peut-être plus beau qu'on ne l'est en essayant de jouer avec 4 attaquants, en essayant de faire du jeu, sauf qu'on ne peut pas le faire. Et là, encore une fois, contre le Bénin, on est en supériorité numérique
de la 55e jusqu'au temps additionnel interminable de 10 minutes et on n'arrive pas à trouver la solution, on n'arrive pas à être dangereux et ça commence à être problématique parce que là on a un gros déplacement au Togo, il va falloir aller gagner au Togo ou en tout cas essayer de faire un match nul parce que le Togo va jouer sa survie. Parce que le Togo, mathématiquement, si le Togo gagne, oui, exactement, il passe devant nous. Donc, et si le Bénin gagne... Exactement, donc il y a un calcul, il va falloir sortir de la calculette jusqu'à la fin des qualifications, il va falloir qu'on gagne contre la Gambie à la maison qui n'aura plus rien à jouer, mais il va falloir aussi faire un résultat au Togo et est-ce qu'on a les moyens, vu notre passif à l'extérieur sur les 2-3 dernières années, j'en suis pas sûr, il va falloir faire le travail et en tout cas on n'est pas serein, Ouais. Un dernier mot pour le Cap-Vert, est-ce que vous y croyez, vous êtes confiant pour la participation bien sûr à la CAN, mais pour l'évolution de ce football capverdien? Oui, j'y crois fortement. Mathématiquement, c'est encore faisable par la qualification, donc on ne va pas les condamner avant les 2 matchs. Mais non, il faut y croire et moi je les encourage, je les supporte jusqu'au dernier match, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut se mettre en opération commando, il faut jouer les matchs pour les gagner. Il n'y a plus de questions à se poser. Et voilà, après, ça advienne que pourra. On verra les résultats. Nous, dans le secteur offensif, on est très bien fournis. Peut-être un peu moins sur le secteur défensif. Et c'est peut-être là notre point faible à nous. Mais en corrigeant ces petits détails sur le secteur défensif, on peut au moins arracher le nul là-bas. Parce que là, Ouganda, c'est la meilleure attaque du groupe. Nous, on est la deuxième meilleure attaque. Mais on est là aussi la deuxième pire défense du groupe. Donc, il va falloir trouver un équilibre, quoi. Il faut trouver un équilibre oui, parce que sinon c'est le feu à la maison. C'est ça. Ouais. À noter également parmi les infos que Jérémy Morel, vous le connaissez, c'est le défenseur latéral de Lyon, qui est âgé de 34 ans et qui a décidé de rejoindre les rangs de Madagascar pour la CAN 2019 de père malgache et de mère réunionnaise. Nicolas Dupuis, qui est le sélectionneur de l'équipe de Madagascar, a bien accueilli justement cette démarche donc de Jérémy Morel à l'égard de la sélection. À venir sur Africa 24 et vous avez raison d'être avec nous. Regardez bien l'image. Thierry Dussautoir, né à Abidjan, 3e ligne, ancien du 15 de France et du Stade Toulousain, son dernier club. Il a des choses à nous dire. Dans quelques instants, il sera sur le plateau avec nous. Thierry Dussautoir. Et puis, les classicos, il y avait 2. OM PSG, en image également, en France. Et vous voyez les images donc, de ce match qui a eu lieu ce week-end entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Et donc pourquoi Mbappé, justement, a été puni. Nous allons essayer de vous expliquer ça. Et puis l'autre classico, c'était Barça qui a coulé le Real. Quelles seront les conséquences pour le Real de Madrid? Réponse dans la 3e partie de l'émission. A tout de suite.